Bienvenue en débat sur France 24. 13e jour de guerre en Ukraine. Des civils ont été évacués de la ville de Soumy dans une nouvelle tentative de mise en place de couloirs humanitaires. Au moins 21 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes russes contre cette ville près de la frontière russo-ukrainienne, selon un nouveau bilan des autorités ukrainiennes. Malgré une très forte résistance ukrainienne, les forces russes progressent sur tous les fronts en direction de Kiev. Côté occidental, les sanctions sont alourdies. Joe Biden a annoncé arrêter toutes les importations de pétrole et de gaz en provenance de la Russie. Un embargo décidé en coordination étroite avec les alliés, a affirmé le président américain. Le Royaume-Uni, de son côté, stoppera les importations de pétrole russe d'ici à la fin 2022. Et Bruxelles a présenté des solutions pour réduire de 2/3 les importations de gaz russe de l'Union européenne dès cette année. Alors, où en est-on en ce 13e jour de conflit en Ukraine? L'interdiction des importations de pétrole et de gaz russe par les États-Unis change-t-elle la donne? Sommes-nous dans une guerre des blocs, la Russie contre l'Occident? Poutine peut-il contourner ces sanctions à l'aide de la Chine? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France en Russie, en Chine et à l'ONU. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Pascale Joannin. Pascale Joannin, bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Également avec nous, Adrien Dezuin. Bonsoir. Rédacteur à la revue Conflit, auteur de La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, et c'est aux éditions du Cerf. Bienvenue à vous également. En face de vous, Jean-François Di Meglio. Bonsoir, président de l'Asia Center. Avant de démarrer cette discussion, on va d'abord écouter le maire d'Odessa. L'Odessa, c'est une cité portuaire stratégique, on le sait, pour les Russes. Le maire d'Odessa s'attend, vous allez l'entendre, à une attaque russe par la mer ou encore par la Transnistrie. On va l'écouter, c'était au micro de Marc Perelman et c'était il y a quelques instants aujourd'hui. Conformément à la tactique militaire, nous pensons que l'attaque proviendra de la mer parce qu'il y a une formation de navires militaires dans la mer Noire, de 9 à 11 navires de débarquement. Et en cas d'invasion, l'attaque sera depuis la mer. Mais nous attendons également à des bombardements d'artillerie de masse. Et nous craignons que nos défenses antiaériennes seront impactées. Et on retrouve tout de suite justement à Odessa notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Gwendoline, bonsoir. On voit bien que le maire d'Odessa s'attend au pire. Vous étiez vous aussi à Mykolaïv il y a quelques jours, une ville qui a été bombardée et qui se trouve pas loin d'Odessa. Oui, absolument. Alors, Mykolaïv, c'est 100 km à l'est d'Odessa. En fait, si vous voulez, Mykolaïv, c'est le dernier verrou avant Odessa pour les forces russes. C'est pour ça que c'est une place stratégique, c'est une place importante. Et c'est là où se situe la ligne de front, donc à 100 km d'Odessa. Alors, à Mykolaïv, la situation est très différente parce qu'Odessa, pour l'instant, est plutôt une ville plus préservée que Kharkiv, par exemple, ou que Mariupol, qui est assiégée. Si on parle d'Odessa, eh bien, c'est vrai que la ville se tient prête. Vous avez des checkpoints, vous avez des barrages un petit peu partout dans la ville. La plage d'Odessa a été minée pour éviter justement ce dont parlait le maire de la ville, une invasion par la mer. Mais à part ça, c'est vrai que les magasins sont ouverts. Les gens, par exemple, quand les sirènes d'alerte retentissent à Odessa, ne prennent plus forcément le temps d'aller dans les abris. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un semblant de normalité dans la ville d'Odessa. Pour revenir à Mykolaïv, là, totalement différent. D'ailleurs, on voit des centaines de véhicules et de personnes venant de cette ville se rendre vers Odessa. À Mykolaïv, on entend très régulièrement des tirs d'artillerie. Alors pour l'instant, c'est vrai que les forces ukrainiennes tiennent le terrain. Aujourd'hui, je me suis rendue dans la ville de Mykolaïv et il n'y a pas de forces russes dans la ville de Mykolaïv. Pour l'instant, les Ukrainiens arrivent à les contenir en lisière de la ville. Mais ce que nous disait par exemple un chirurgien à l'hôpital, depuis 2 jours, les forces russes ciblent les zones civiles dans cette ville. On a vu plusieurs quartiers détruits, plusieurs bâtiments détruits. À l'hôpital de la ville, on a rencontré des victimes civiles touchées par un tir de roquette qui racontaient également
dans leur village aux abords de la ville, comment les forces russes postaient leurs tanks, les hélicoptères extrêmement nombreux, mais également des soldats russes qui viennent chercher par exemple de la nourriture dans les maisons des habitants. Nous avons rencontré également des soldats ukrainiens rescapés d'une attaque de missiles de croisière russes sur la base où ils dormaient. Plusieurs de leurs camarades sont morts et plus d'une dizaine sont encore portés disparus. Donc on voit bien qu'il y a un effort russe sur cette ville de Mykolaïv. C'est la poursuite du front sud, là où l'armée russe a progressé plus rapidement qu'ailleurs. Et c'est également pour cela qu'on voit tous ces gens aujourd'hui, notamment, qui tentent de fuir Mykolaïv dans la direction d'Odessa. Merci Gwendoline de Bono en direct d'Odessa en Ukraine. Adrien Dezuin, on sent qu'il y a une très forte résistance ukrainienne, tous nos envoyés spéciaux le disent, mais on sent aussi que effectivement ce front russe se rapproche de Kiev. Selon le général Burkhardt dans une interview donnée au Monde, les Russes ont l'intention de tronçonner l'armée ukrainienne. Oui, c'est absolument ça. En fait, il serait illusoire de penser que les Russes ont planifié une guerre courte de 3-4 jours. Peut-être qu'au tout début de la guerre, ils ont pensé se saisir des postes de commandement ukrainiens de façon très rapide, avec des charges un peu audacieuses, un peu kamikazes. Mais là, on rentre vraiment dans ce que le général Burkhardt appelait justement le rouleau compresseur, un peu l'image traditionnelle du rouleau compresseur russe qui va avancer progressivement. Et on voit que les Russes, par contre, c'est vrai, ont encore des problèmes de coordination, des problèmes de logistique, et qu'une guerre de cette ampleur, c'est énormément de pertes, c'est énormément de difficultés. Et l'opposition... Plus que ce qu'ils avaient prévu. Et la résistance ukrainienne est supérieure à ce qu'ils avaient prévu. Moi, je ne suis pas dans la tête des Russes, donc je ne sais pas ce qu'ils avaient exactement prévu. Mais en tout cas, nous, extérieurs, en Europe occidentale, je ne sais pas si on avait prévu une telle résistance de la part des Ukrainiens, et en particulier de la population. On observe quand même, comme ce qui a été dit, qu'au sud de l'Ukraine, ça rentre plus facilement, peut-être parce que la population est moins dans la résistance que sur le front nord. Ça me paraît important de le souligner. Maintenant, de mon point de vue, il faudrait qu'on arrive à une position réaliste qui est de dire qu'à partir du moment où on a dit aux Ukrainiens qu'on n'interviendrait pas, parce qu'on a peur d'une troisième guerre mondiale et une guerre nucléaire, on ne peut pas en même temps les pousser à se battre comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit mort, si vous voulez. À un moment donné, il va falloir que la diplomatie, elle reprenne un petit peu ses droits et que les Ukrainiens et les Russes se rencontrent et qu'ils arrivent à traiter de façon honorable pour tout le monde, pour que Poutine puisse retirer ses troupes et que l'Ukraine puisse aussi se reconstruire. On n'a pas l'air d'en être là, en tout cas. Jean-Maurice Ripert, puisque vous êtes le diplomate du plateau, le chef de la diplomatie américaine est en ce moment d'ailleurs avec Emmanuel Macron à l'Élysée pour justement revoir une sorte de cohésion probablement entre alliés. Alors est-ce qu'il y a effectivement une vraie logique de bloc ? Adrien Dezuin disait qu'il faudrait une diplomatie. La France, par exemple, refuse la livraison d'avions de combat à l'Ukraine. Ça a été encore redit par Gabriel Attal ce matin, parce qu'elle ne veut pas être co-belligérante. Est-ce qu'effectivement, il y a des dissensions de ce côté-là? Oui, d'abord, logique de bloc. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques jours. 144 pays ont condamné l'agression russe. 4 pays ont soutenu la Russie. Donc s'il y a 2 blocs, je ne sais pas très bien où est l'autre. La Russie a déclaré la guerre à la démocratie, aux droits humains, à la liberté, en agressant l'Ukraine une nouvelle fois, puisque nous sommes 8 ans après l'invasion de la Crimée, l'annexion de la Crimée de Sébastopol et le déclenchement d'une guerre civile au Donbass, qui, tout le monde l'oublie, a fait des dizaines de milliers de morts, et de morts civiles. Donc nous savons ce dont le président Poutine est capable. Alors, face à cela, il y a eu un front beaucoup plus uni, probablement, et beaucoup plus rapidement uni que Vladimir Poutine ne le pensait. Vieux fond... Les dictateurs ont parfois tendance, comme vous le savez, à vivre un peu enfermés. C'est le cas de Vladimir Poutine qui vit... Et en général, l'Europe est moins unie, on peut le dire. Vladimir Poutine vit au milieu de ses amis de l'ex-KGB, du FSB, des militaires. Il n'écoute personne. Il a sous-estimé sans aucun doute et la capacité de résistance des Ukrainiens et la capacité de réaction du reste du monde. Il y a évidemment des différences entre les Européens et les Américains. Elles sont relativement minimes de mon point de vue. Je suis même au contraire surpris de la rapidité avec laquelle nous nous sommes mis d'accord. Sur cette question justement de la co-belligérance dont parle la France, elle ne souhaite pas justement exporter des avions militaires. Il n'y a aucun pays de l'OTAN
qui a décidé de déclarer la guerre à la Russie. Ça ne vous a pas échappé. Donc nous fournissons le maximum d'armement, d'aide humanitaire et d'aide financière possible à l'Ukraine. On accueille aussi des réfugiés, mais personne ne veut prendre le risque d'avoir une bataille aérienne au-dessus du ciel ukrainien entre des avions russes et des avions de l'OTAN, quelle que soit leur nationalité. Alors que Zelensky demande bien sûr une zone d'exclusion aérienne. Oui, mais encore une fois, le problème de la zone d'exclusion aérienne, c'est qu'il faut la faire respecter. Pour la faire respecter, il faut tirer sur les avions qui la violent. Et pour les mêmes raisons, d'ailleurs, vous le savez, on n'a pas été capable, pendant la guerre en Syrie, une autre guerre dans laquelle les méthodes de Vladimir Poutine, je le rappelle, pardon, mais c'est de cela dont on parle aujourd'hui, des milliers de morts civiles sous des bombes chimiques lâchées par des avions russes. Et pas seulement syriens, comme on l'a dit. Jean-François Di Meglio, on parlait de logique de bloc. Jean-Maurice Ripen dit non, il n'y a pas vraiment de bloc puisque 4 pays seulement n'ont pas voté. Alors la Chine, justement, elle fait partie de ces pays, en tout cas, qui se sont abstenus. Alors vous allez nous raconter ce que la Chine, justement, est-ce qu'elle sort de cette logique de bloc? Parce qu'on voit qu'elle a apporté, par exemple, ce matin, lors d'une conversation avec Emmanuel Macron, une sorte, et avec d'ailleurs le chancelier Scholz, un soutien à l'action, à une demande de cesser le feu en Ukraine. Donc elle, diplomatiquement, elle se rapproche un petit peu des Européens. Et puis en même temps, elle a signé un vrai traité économique et militaire avec la Russie. Donc est-ce qu'il y a un bloc Russie-Chine ou pas? Déjà, pour reprendre les votes à l'ONU, la Chine a été cohérente avec tous ses votes jusqu'à présent, puisqu'à chaque fois, sur les questions de l'Ukraine, elle s'est abstenue. Donc une nouvelle fois, elle s'est abstenue. Et quand on parle de bloc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans les abstentionnistes, vous avez 2 pays, l'Inde et la Chine, qui habituellement se retrouvent, si on veut faire des clivages un peu systématiques et un peu exagérés, dans 2 blocs différents, puisque l'Inde est supposée être dans l'Indo-Pacifique et la Chine est supposée être effectivement la cible, d'une certaine façon, de la stratégie, en tout cas américaine, de l'Indo-Pacifique. Par ailleurs, c'est vrai que la Chine est clairement sur une trajectoire de rapprochement progressif avec la Russie. Elle a fêté l'année dernière les 20 ans de son traité d'amitié. Le 4 février, il y a eu cette rencontre effectivement assez spectaculaire, puisque Poutine était le seul grand chef d'État qui était présent à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Et il y a eu effectivement cette déclaration et ce traité. Alors, elle refuse de parler d'invasion. Elle refuse. La Chine. Il y a d'un certain côté, je dirais, probablement un embarras, il y a un mystère autour de la communication que Poutine aurait faite ou pas faite à son homologue chinois. Est-ce qu'il a dit « je vais faire quelque chose vers l'Ukraine » Est-ce qu'il a dit « au dernier moment, je vais envahir » et, comme on le dit parfois, Xi Jinping aurait dit « attendez s'il vous plaît la fin de la trêve olympique », mais je rappelle que la trêve olympique n'est pas finie, puisqu'on est toujours dans les Jeux paralympiques. Donc, clairement, la trajectoire de rapprochement a été abîmée par ce qui vient de se passer. Néanmoins... Dans quelle mesure? Parce que, effectivement, l'invasion n'est pas dans l'intérêt de la Chine. La stratégie chinoise, ou alors... il y a peut-être un autre niveau. La stratégie chinoise, c'est d'augmenter la pression sur le bloc occidental, mais de ne pas le prendre de front. On est tenté de rappeler la fameuse formule de Deng Xiaoping, même si ça n'est pas d'actualité, se tapir dans l'ombre et attendre son heure. Et là, peut-être qu'elle a instrumentalisé la Russie aussi. On peut aussi se dire ça. Finalement, la Russie, c'est le méchant, et nous, on va voir ce qui se passe. Et après avoir été sollicité 3 fois, 4 fois comme le faiseur de paix, peut-être on décidera d'entrer dans le jeu international comme le faiseur de paix. En tout cas, ce sur quoi il ne faut pas compter quand on est russe, c'est sur le fait que la Chine remplace les débouchés occidentaux. Il n'y a absolument pas de complémentarité. On va y revenir là-dessus. Alors Pascal Joannin, l'Europe fait elle fait bloc face à Poutine, même si elle n'est pas totalement alignée sur les Américains. Non, alors d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'en effet, il y a eu une réaction qu'on ne pouvait peut-être pas imaginer. Vladimir Poutine a peut-être fait solidifier l'Union européenne, qu'on voyait toujours comme molle, comme désunie. Ces 27 États, en effet, là on parle d'États, la Chine, l'Inde, les États-Unis. L'Union européenne, c'est 27 États. Eh bien, les 27 États se sont mis rapidement d'accord sur des mesures économiques d'une ampleur sans précédent, sur des mesures, en effet, de livraison d'armes. C'est même la présidente de la Commission européenne qui l'a annoncé elle-même, sur des mesures
mesures de rétorsion bancaire avec le programme SWIFT, etc. On va avoir des mesures énergétiques, on en parlera tout à l'heure. Mais en effet, on a une unité de l'Europe qui est un bloc, si vous voulez, où en effet, Vladimir Poutine, on voit bien, est l'opposé, comme vous l'avez dit, de la démocratie et de la liberté. Eh bien, ce qu'incarne en effet l'Europe, c'est la liberté et la démocratie. On voyait bien que l'Ukraine regardait de plus en plus vers l'Ouest et de moins en moins vers l'Est. Depuis 2004, il y a eu la révolution orange, il y a eu le Maïdan, il y avait des drapeaux européens, pas des drapeaux de l'OTAN quand on faisait les révolutions en Ukraine. Et on a un peuple ukrainien qui est agressé, donc je comprends tout à fait qu'il résiste, et j'espère qu'il va résister longtemps et qu'on va le soutenir, comme on a résisté, nous, quand on a eu d'autres agressions pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque, en effet, si M. Poutine veut faire la guerre, eh bien, il l'a déclaré, c'est pas nous qui l'avons déclaré. Et donc, on a en effet, en Europe, pas la guerre, mais on a une puissance qui s'affirme et qui va avoir des répercussions. Je pense que la population L'Europe a changé. La population russe va s'apercevoir que les mesures de rétorsion européennes et américaines vont faire mal non seulement aux oligarques, mais à tous ceux qui sont en Russie, qui sont devenus un peu le pays paria, et avec lequel, en effet, il est plus ou moins mal vu de s'afficher. Alors justement, ces sanctions, elles ont démarré il y a... Depuis un certain temps, mais alors, effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont atteint une nouvelle étape, puisque les États-Unis vont interdire, Joe Biden l'a annoncé, donc les importations de pétrole et de gaz russes. On va écouter le président américain. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains et que le peuple américain va infliger un nouveau coup rude à la machine de guerre de Poutine. Cette mesure a reçu un soutien bipartisan au Congrès, mais aussi celui de tout le pays. Nous avons pris cette décision en coordination étroite avec nos alliés et nos partenaires à travers le monde, particulièrement en Europe, car une réponse unie à l'agression de Poutine a été ma priorité absolue, que l'OTAN, l'UE et nos alliés soient totalement unis. Adrien Duzon, c'est vrai que le président américain vraiment met l'accent sur cette union, ce bloc, en fait, ce bloc des démocraties, ce bloc occidental, dans le cadre de ces sanctions. Est-ce qu'il parie véritablement sur le fait que ça va affaiblir Vladimir Poutine ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Joseph Biden, lui, il a été traumatisé quand même par le retrait d'Afghanistan qui s'est très mal passé. Les Européens n'ont pas été consultés, donc il y a eu une espèce de divorce franco-américain à ce moment-là. Et je pense qu'il est soucieux sur la crise ukrainienne de à nouveau unifier l'Europe et les États-Unis. Et quand on dit que l'Europe s'unifie, oui, elle s'unifie, mais avec les États-Unis. Donc c'est plutôt un bloc euro-atlantique auquel on assiste, pas seulement européen. C'est historique ce qui s'est passé aujourd'hui ? Non, parce que... Enfin, c'est historique dans le sens... oui, c'est historique parce que c'est le bloc de la guerre froide qu'on retrouve finalement. C'est une nouvelle guerre froide ou une reprise de la guerre froide. Vladimir Poutine disait... en fait, les Américains croient avoir gagné la guerre froide, mais la guerre froide ne s'est pas terminée parce qu'elle continue. Donc, Poutine relève le gant, entre guillemets, et dit, mais la guerre froide, elle continue. Et la logique des blocs, lui, il l'accepte très volontiers et avec l'aide de la Chine. C'est peut-être ça qui est nouveau par rapport à la fin de la guerre froide. La que nous avons connue dans les années 70 et 80, où la Chine était détachée de la Russie. Là, on a la Chine et la Russie qui sont, avec des nuances qu'a rappelé évidemment monsieur tout à l'heure, mais qui sont globalement unis face au bloc euro-atlantique. On le voit bien sur les sanctions qui ont été votées ou les votes à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, pardon, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui se sont abstenus de voter des sanctions, qui ne se sont pas groupés derrière... 35. Hein, voilà, 35. Voilà, donc c'est 197 pays. 140. Non, mais sur 197 pays, ça permet de relativiser aussi. Oui, mais c'est pas une majorité. C'est pas une majorité, c'est même pas une minorité de blocage. Il n'y a pas du tout de suivi euro-atlantique dans ces régions-là. On observe effectivement en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe occidentale, mais pour le reste du monde, c'est plus compliqué. C'est peut-être là que par rapport à la précédente guerre froide, on a des nuances. C'est qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est davantage en Asie, et donc il y a un jeu de puissance qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus équilibré que ce qu'on a connu entre 45 et 90. Jean-Maurice Ripert. Oui, pardon, je voudrais juste réagir sur 3 points. D'abord, je voudrais saluer, ça a été mentionné en passant, le courage extraordinaire des Russes qui descendent dans la rue pour dénoncer la guerre de Vladimir Poutine. Parce que quand la télévision russe vous annonce qu'il y a eu 10 000 arrestations, ça veut dire qu'il y avait dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d'autres villes des dizaines de milliers de manifestants. C'est-à-dire probablement qu'on n'avait pas vu ça depuis les manifestations de la place Bolotnaïa en 2012 contre la réélection jugée frauduleuse de Vladimir Poutine. Ces gens risquent 15 ans des de années prison. dans les camps. Dans les camps, ce n'est pas seulement des prisons. Hein. Il faut se souvenir du sort de Navalny et d'autres. Bien.
Deuxième chose que je voudrais dire sur la Chine, on peut fabriquer des alliances. Moi, j'ai vu, pendant que j'étais ambassadeur en Chine, les Chinois et en Russie, les Chinois signaient des milliards de dollars d'investissement. Ils n'ont jamais donné le moindre dollar pour mettre en œuvre ces projets d'investissement. Et pourquoi ? Le doublement du transsibérien, le doublement du gazoduc, parce que les Chinois profondément se méfient de la Russie. Bien. Quand les Chinois s'abstiennent ou font des déclarations, vous savez, les habitués de la Chine le savent, plus la Chine parle, en général, moins elle agit. Il faut que les choses soient claires. La Chine regarde ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'elle a des intérêts en Ukraine, très clairs, qu'elle est en train de perdre, et surtout parce qu'elle assiste justement à cette resolidification de l'Europe, qu'elle ne souhaitait évidemment pas, et puis elle pense toujours à Taïwan. Et donc elle regarde comment nous réagissons. Pardon, un dernier point. Moi, je ne crois pas du tout à un axe euro-atlantique. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est à la victoire progressive, à la constitution progressive de cette Europe autonome stratégiquement sur le plan militaire, sur le plan technologique. Déjà, vous diriez ? Oui. Déjà. Il s'est passé en 3 ans une évolution incroyable. Et aujourd'hui, quand on dit que l'Europe se met d'accord avec les États-Unis, pardon, je finis rapidement. Mais allez-y. Ça n'est pas pour être d'accord avec les Américains, c'est pour défendre son autonomie sur tous les fronts, et nous l'avons, de ce point de vue-là, la France a joué un rôle moteur, et c'est le revirement allemand qui nous a apporté une bouffée d'oxygène extraordinaire, et je pense qu'il y a un phénomène nouveau avec Joe Biden, et il se trouve que je parlais cet après-midi avec l'un de ses conseillers, qui est un de mes amis, c'est que Joe Biden a compris que l'autonomie stratégique européenne n'était pas nécessairement contradictoire avec le respect de l'Alliance Atlantique. Donc il ne s'agit pas d'être aligné sur les États-Unis, il s'agit d'être autonome dans le cadre du respect de nos alliances. Dans le cadre de l'OTAN. La différence, dans le cadre de l'OTAN. Pas dans le cadre de l'OTAN. En partenariat avec l'OTAN pour ceux des États européens qui sont membres de l'OTAN. Ça n'est pas la même chose. Et la différence entre Joe Biden, Obama et Trump, pardon de mettre Obama avec Donald Trump, ça paraît bizarre, c'est que, et notamment grâce à Anthony Blinken, qui connaît très bien l'Europe, son secrétaire d'État, il a compris que l'autonomie stratégique de l'Europe ne voulait pas nécessairement dire l'affaiblissement ni de l'OTAN, ni du monde occidental. Adrien Desjardins, vous voulez réagir à ce que vient de dire justement Jean-Marie Schipper? On joue un petit peu avec les mots, soyons francs et jouons carte sur table. Effectivement, l'OTAN est renforcée par la guerre en Ukraine qui a été lancée par Vladimir Poutine. Ceux qui pensent que l'Europe de la défense en état de mort cérébrale. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le renouveau de l'Europe de la défense, les changements, la révolution. Et ça, on nous le dit à chaque crise et à chaque fois, ça retombe. On sait très bien que de toute façon, l'Europe de la défense sera cantonnée à sa partie civile ou militaire, à sa partie humanitaire, sécuritaire. Je crois que vous n'en savez rien. Comme vous ne savez pas ce que Poutine va faire, c'est difficile de dire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en très peu de jours. Et il y a une prise de conscience. Alors vous ne le souhaitez peut-être pas. Vous pensez peut-être que ça va être difficile. Mais on a tellement été habitué à des discours. C'est pas la première fois qu'on entend. Mais oui, mais peut-être qu'on était là, compte tenu du fait que c'est la première fois qu'il y a une guerre vraiment. Peut-être qu'en effet, il y a une prise de conscience de l'Europe qui va peut-être faire des pas substantiels qu'on n'imaginait pas. Jusqu'à une défense européenne, vous pensez? Mais la défense européenne, elle est sur la table. Non, la défense européenne. Non, la défense européenne, elle n'est pas la défense américaine. D'abord, en France, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez peut-être le dire pour d'autres pays, comme l'Allemagne et d'autres. Pourquoi je ne pourrais pas le dire? Parce que ce n'est pas une défense complètement, qui est complètement... Et vous avez peut-être oublié que la France avait réintégré le comité militaire. Oui, le commandement militaire de l'OTAN, oui, il y a quelques années, oui, mais elle en avait partie. Mais elle est quand même dans une position très à part. Et ce n'est pas le problème de la France qu'il faut voir, c'est le problème de l'Europe. L'Europe qui n'avait en effet beaucoup fait pour être sous le parapluie américain, avec des États neutres qui étaient très bien contents de l'être. Vous avez des États neutres aujourd'hui qui, quand même, se posent la question, Finlande et Suède, de savoir s'ils vont rester neutres. C'est quand même pas inintéressant. L'Allemagne qui fait un grand revirement sur la défense compte tenu de ce qu'était la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez déjà sur le papier, avant l'Ukraine, des choses qui étaient sur la table. L'autonomie stratégique, la boussole stratégique, c'est des petits éléments. Mais petits éléments, l'Europe, elle a toujours marché comme ça. Elle n'a pas fait de grands basculements. Et donc vous pensez qu'il y aura une vraie autonomie? Il y a une prise de conscience que les Américains, vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, plusieurs présidents américains nous ont dit la priorité européenne, c'est fini. Donc, en effet, il va y avoir peut-être une prise de conscience que nos intérêts ne sont pas forcément les intérêts américains et qu'un jour, les Américains nous diront écoutez, c'est votre problème, pas le nôtre, et qu'il n'y aura peut-être plus, en effet, ce lien transatlantique. Non pas qu'il n'existera plus, mais parce que les Américains auront un autre agenda. Donc, si on veut pour l'instant, on a l'impression... Si on veut avoir quelque chose, il faut avoir une indépendance, ça ne va pas se faire facilement, mais il y a en effet des projets sur la table et on voit bien que sur cette question,
On n'a pas suivi toujours les Américains. Et sur l'énergie, on n'a pas la même position non plus. Même si les Américains souhaitent que là, pour le coup, les Européens aient la même position que sur l'énergie. Oui, mais pour l'instant, c'est difficile parce qu'on a d'abord 27 États et on a. C'est facile pour les Américains de dire on fait un embargo puisqu'ils sont très, très autonomes, alors que nous, on a des pays, européens qui sont. Mais justement, l'indépendance, elle est l'indépendance stratégique et c'est aussi une indépendance énergétique. On a pris des décisions aujourd'hui qui sont aussi très courageuses puisqu'il y a des États qui sont à plus de 80% dépendants du gaz et du pétrole russe, l'Allemagne, l'Italie. Et qui vont payer leur gaz 2 fois plus cher que précédemment. Oui, mais il y a peut-être d'autres moyens, il faut le prévoir, justement, ce qu'on a décidé. Il va y avoir des mesures. C'est pas le pétrole aujourd'hui, c'est le pétrole de l'hiver prochain. Et donc, on a justement un créneau pour le faire avant. Et on va aider tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Et je trouve que c'est bien de le faire maintenant et pas d'attendre l'hiver prochain où en effet on aura des besoins énergétiques importants. Jean-François Di Meglio, oui, allez-y, rebondissez rapidement parce que je vais revenir là-dessus parce que c'est important. L'Europe va souffrir. Le fait qu'elle accepte de souffrir montre le sérieux qu'elle met dans l'application de ces sanctions. Et elle dit, vous n'allez pas souffrir, vous les Américains. Eh bien, nous allons le faire quand même. Mais les Américains vont souffrir aussi, en tout cas, c'est ce qu'a dit Joe Biden. Alors moins, parce qu'effectivement, ils sont dépendants, 3% des importations américaines, donc c'est peu. Donc les Européens vont souffrir davantage. Oui, et ils vont acheter du gaz américain et du pétrole américain aussi. Oui, ou norvégien. Ou norvégien. Voilà. C'est jamais gratuit avec les États-Unis. Mais l'indépendance vis-à-vis de la Russie, comme on est en guerre, il faut bien trouver d'autres moyens de disent aller faire la guerre. C'est curieux. Il y a en effet des questions énergétiques qui sont posées, puisque là, on va reprendre encore une spécificité française. Je dis qu'il y a une spécificité française vis-à-vis de l'OTAN. Il y en a une en matière énergétique, puisque nous avons fait le choix du nucléaire, ce que n'ont pas fait d'autres États, et qui nous rend aujourd'hui, en effet, beaucoup moins dépendants de la Russie. Et puis, vous avez en effet toute cette transition qui est en cours, où en effet, on doit diversifier et pour ne plus avoir besoin des énergies fossiles à long terme. Voilà, à long terme, comme vous dites. C'est un peu toute la question. Jean-François Di Meglio, une question court terme. Est-ce que effectivement la Russie est prête à faire face à ce type de sanctions, donc ces sanctions américano-européennes, en s'appuyant justement sur la Chine? Mais la Chine ne peut pas remplacer les marchés européens. Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'effectivement, il y a cette montée indéniable de l'autonomie stratégique européenne. Néanmoins, avec ce basculement vers l'Asie des centres économiques mondiaux, on a aussi tendance à oublier que le marché qui intéresse tout le monde, qui intéresse les Américains, qui intéresse les Chinois, qui intéresse d'une certaine façon les Russes, c'est le marché européen. Où est la richesse ? Elle est encore en Europe. Et donc, cette richesse, malheureusement, elle est contredite, elle est menacée par justement cette insécurité énergétique. Parce que autant nous allons faire des efforts, autant effectivement on va construire une autonomie stratégique, y compris dans le domaine de l'énergie, autant nous ne faisons pas les prix. Et donc cette souffrance que l'Europe va être obligée d'affronter, c'est aussi la souffrance d'être incapable de totalement maîtriser les prix. Donc la Chine, effectivement, ne suffira pas à la Russie. Est-ce qu'elle va essayer tout de même? Est-ce qu'ils vont renforcer cet accord? Manifestement, la Chine va importer, c'est bien cela, du gaz russe. La Chine importe déjà, mais pour importer, il faut aussi des moyens techniques. On ne décide pas du jour au lendemain qu'on va importer du gaz. Il faut que les gazoducs soient en place. Un gazoduc, c'est pas un tuyau qu'on va installer du jour au lendemain. Il faut du temps pour l'installer. On parle de volumes qui n'ont rien à voir. Un multiple de 1 à 4 du gaz russe qui va vers l'Europe par rapport à ce qui va vers la Chine aujourd'hui. Il y a eu un très gros contrat, effectivement, mais il a mis 20 ans à être négocié, ce contrat de gaz entre la Chine et la Russie, parce que la Chine a attendu que la Russie ait besoin, effectivement, de signer avec la Chine. Entre-temps, effectivement, les prix ont explosé, les prix sont colossaux et encore aujourd'hui on a eu une flambée des prix du gaz. Et là, effectivement, l'Europe qui est à la fois cette cible et ce marché que tout le monde veut, c'est aussi le marché que tous les autres vont faire souffrir. Donc il y a un vrai danger aussi pour l'Europe dans cette crise. Merci de rappeler que le marché unique et le marché intérieur, c'est la zone la plus riche du monde. En même temps, il faut se rappeler que les Chinois, qui ne veulent pas plus que nous dépendre des matières premières russes, sont allés acheter à peu près tout le gaz qu'ils pouvaient trouver en Asie centrale.
et s'intéresse non seulement au Turkménistan, mais dans d'autres pays, et s'intéresse au grand projet de hub énergétique de la Turquie qui permettra de relier l'Est et l'Ouest jusqu'à la péninsule. Donc ce n'est pas un allié fiable. Mais enfin, c'est un allié de la Russie, comme tous les alliés. Ce sont des gens qui défendent leurs intérêts. On ne va pas leur reprocher. Et je voudrais quand même juste, conforter ce que vous venez de dire, qui est extrêmement important. C'est parce que moi, j'ai du mal avec le déclinisme européen permanent. C'est que l'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger en Chine, en Russie et aux États-Unis. Alors qu'on ne vienne pas nous expliquer que l'Europe est une petite puissance. L'Europe est une grande puissance qui doit assumer les risques qui vont avec le fait d'être une grande puissance économique et financière et commerciale. Elle doit construire les autres éléments de la puissance. C'est ce que le concept d'autonomie stratégique vise à faire. Et c'est peut-être ce que cette guerre en Ukraine provoque aujourd'hui, en tout cas accélère. Adrien Dezorn. Évident. Oui, c'est une grande puissance, l'Europe, indéniablement. Ce sont des pays qui sont quand même très divisés. Aujourd'hui, effectivement, ça reste une puissance économique très importante et une puissance économique où c'est l'Allemagne qui donne le ton. Parce que c'est la première puissance économique du continent et c'est une Europe largement allemande quand on regarde les marchés. Donc c'est pour ça que la diplomatie, d'ailleurs, se met au diapason et que les sanctions, elles suivent finalement la position allemande. C'est parce qu'effectivement, Olaf Scholz a tourné kazakh qu'on a pu avancer. Et les Allemands vont réussir à se débarrasser, justement, à devenir autonomes, à se débarrasser de cette dépendance de gaz russe en si peu de temps. En même temps, fermer des centrales nucléaires et en même temps dire qu'on va plus avoir de gaz. Ou alors, c'est le réchauffement climatique qui va exploser parce qu'ils vont construire des centrales à charbon. Donc les Allemands vont payer extrêmement cher leur chauffage l'année prochaine. Et quand on dit oui, on va souffrir, c'est pas grave. J'ai pas dit que c'était Madame grave. Tout le monde, j'ai dit que c'était la preuve de notre sérieux. Madame Tout le monde qui paye son gaz et son électricité, qui va voir sa facture doubler ou tripler, voire quadrupler dans les prochaines années, il faudra peut-être aussi lui poser la question. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec nous. C'est ça, Pascal Joannin, vous parlez effectivement de démocratie européenne qui prend la décision d'augmenter les prix, d'interrompre cette dépendance du gaz. Non, c'est pas la démocratie européenne qui fait monter les prix. Les prix sont sur le marché. Et donc, il va y avoir un Conseil européen avec effectivement les États. Mais si vous voulez, si on veut en effet reprendre la main sur son avenir, vous ne pouvez pas avoir en effet qu'un fournisseur de gaz, qu'un fournisseur de pétrole. Donc il faut bien diversifier les choses, donc il faut le prévoir. Donc on a décidé qu'en effet, tous ensemble, parce que c'est les 27, c'est pas que la France. Oui, avec des différences entre une Allemagne dépendante à 55% mais l'Allemagne du gaz, est la première à signer. La France 20%. Elle a peut-être fait des choix, l'Allemagne, qu'elle va regretter, d'avoir en effet, il y a 10 ans, changé le nucléaire parce qu'il y avait eu Fukushima, et puis qu'on remet des centrales à charbon aujourd'hui, alors qu'on a des Verts qui disent non, il faut faire autrement. Donc en effet, elle n'est pas toute blanche, l'Allemagne, mais on a décidé en effet que petit à petit et dans la progressivité, on allait être moins dépendant de la Russie. Donc, on va trouver d'autres fournisseurs, on va faire des changements. Il y a tout un agenda qui était déjà sur la table, qui va être accéléré, et tout le monde est d'accord, même ceux qui sont les plus tenus par la Russie. Mais on ne peut pas avoir la guerre et dire que ce pays fait des choses mauvaises et être là, lui dire donne-moi du gaz s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Ça, je suis d'accord, mais l'Europe, ça ne vous a pas échappé, c'est considérablement endetté ces 2 dernières années. Il y a une inflation qui commence à être galopante. Donc là, on va rentrer dans un cycle L'inflation est galopante dans beaucoup d'endroits et pas qu'en Europe. Est-ce qu'on est prêt à déclencher une crise économique mondiale parce qu'on ne veut pas faire la paix en Ukraine? Voilà. Ah mais attendez, parce qu'on ne veut pas faire la paix. En fait, mais la paix en Ukraine, c'est pas nous qui ne voulons pas la faire. Parce qu'on pousse les Ukrainiens à la guerre. Parce qu'on pousse les Ukrainiens à la guerre. On ne pousse pas les Ukrainiens à la guerre. Ils se sont défendus tout seuls dans les premiers jours. Vladimir Poutine a dit... On devrait leur dire, ça y est, baissez les bras et laissez-vous envahir. Non, mais je pense qu'il y a une marge de négociation. On peut quand même se parler. Vladimir Poutine a dit, je suis prêt à négocier avec le président Zelensky s'il accepte la totalité de mes conditions. Vous appelez ça des négociations? Il faut être 2 pour négocier. Moi, j'ai passé mon temps à négocier avec des Russes quand j'étais ambassadeur en Russie. Quand Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et dit je détruirai l'Ukraine, expliquez-moi comment je vais aller faire pour négocier, moi, en tant que diplomate. Si Vladimir Poutine ne comprend pas qu'il a déjà perdu la guerre en Ukraine... Non, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, l'Ukraine va se faire écraser. Donc c'est notre si on n'arrête pas la guerre maintenant, effectivement, on pousse les Ukrainiens à la mort. Je crois que les Ukrainiens ne veulent pas arrêter la guerre. Ils veulent justement montrer que ce pays existe, parce que ce pays existe, il y a une identité, il y a une langue.
Il y a une langue qui n'est pas du tout le russe, si vous êtes non, mais bien sûr, voilà. d'accord. Mais... Donc, imaginez que votre pays, soit agressé. Oui, mais... Et on dit, vous ne voudriez pas que des amis extérieurs vous aident et viennent vous apporter, plutôt qu'ils vous disent, allez, à partir du moment où vos amis disent, on ne va pas rentrer en guerre, on ne va pas vous aider de façon... Non, on ne fait pas la guerre, mais on les aide. On ne fait pas la guerre, mais on les aide. On ne fait pas la guerre, mais on les aide. Alors, justement, est-ce que les sanctions économiques, est-ce que les livraisons d'armes à l'Ukraine vont suffire, effectivement, à faire plier Vladimir Poutine? On va écouter justement le président américain Joe Biden à ce sujet. Les Russes avancent et cela a un prix énorme. Mais il faut être clair, le fait que l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine. Il peut prendre une ville, mais il ne pourra jamais tenir le pays. Et si nous ne répondons pas à l'attaque de Poutine contre la paix et la stabilité du monde, eh bien, il y aura davantage de souffrance. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Vladimir Poutine, Adrien Desoin. Donc ça va suffire, ces sanctions économiques, le fait qu'effectivement que l'Europe va souffrir? Non, mais il y a un calcul cynique qui pourrait dire laissons les Américains, les Russes, s'enfermer en Ukraine dans une guerre larvée, une guérilla qui va durer 10, 20 ans, et comme ça, on va les battre comme ça. À l'usure. Vous voyez, comme quand ils sont allés en Afghanistan dans les années 80, où on a alimenté la guérilla, on a fourni des armes, et puis on les a laissés finalement s'enfermer dans un bourbier. Mais est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons en Ukraine? Moi, c'est la question que je pose. Moi, je pense effectivement que Poutine a fait une faute en rentrant en Ukraine. Il a fait une faute stratégique parce qu'il forme la nation ukrainienne contre lui. Il la renforce quelque part dans son sentiment national et dans sa haine des Russes, qui était déjà assez élevée. Donc pour moi, c'est une faute stratégique qu'il a fait. Donc il faut qu'on revienne à la raison et que à la fois les Russes et les Ukrainiens arrivent à s'entendre et à faire la paix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Jean-Maurice Ripert. Oui, il faut que Vladimir Poutine revienne à la raison. Moi, mon point de vue, il est extrêmement simple. Ce sont les Ukrainiens qui doivent décider de l'avenir de l'Ukraine. Je trouve extraordinaire qu'on vienne nous expliquer... Mais Volodymyr Zelensky voudrait qu'il y ait plus d'implication de l'Occident. La France a trouvé normal de sortir du commandement intégré de l'OTAN, puis d'y revenir. Elle a estimé que c'était son droit légitime. Au nom de quoi les Ukrainiens n'auraient-ils pas le même droit de demander l'adhésion à l'Union européenne, voire de demander l'adhésion à l'OTAN, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait depuis le début de la guerre, sauf erreur de ma part. C'est inscrit dans la Constitution. Et si nous sommes respectueux de la démocratie, nous devons justement rompre avec cette pratique stalino-poutinienne et de la doctrine Brejnev qui consistait à dire « moi, Russe, j'ai le droit de décider pour mes voisins ». Eh bien, c'est cela contre quoi l'Europe, aujourd'hui, s'est rebellée. Nous avons trouvé d'autres façons, après le second conflit mondial, de régler nos problèmes entre nous. Nous avons créé cette Union européenne et dire aujourd'hui il faut que Zelensky négocie avec Poutine, quand Poutine dit je ne négocierai que si vous acceptez toutes mes conditions, comme l'a dit très justement le ministre des Affaires étrangères. C'est comme les corridors humanitaires qu'on renvoie vers la Russie, voilà. C'est pas des corridors humanitaires. Rien de corridor humanitaire, donc, je vous rassure. Il faut arrêter de prendre les Ukrainiens pour ce qu'ils ne sont pas. Oui, mais en même temps, ils ont montré un courage. On est à côté d'eux parce que nous sommes à côté, mais Volodymyr Zelensky voudrait plus. Il l'a encore dit aujourd'hui à la Chambre des communes. Nous sommes à côté d'eux et la réponse européenne, je pense qu'il est très content de l'avoir parce qu'elle n'était pas gagnée d'avance. Et donc on a en effet fait pour l'Ukraine et on va peut-être continuer à faire parce que vous avez, on n'en a pas parlé, toute une série de pays 4 qui sont voisins de l'Ukraine géographique et qui aujourd'hui accueillent tous les réfugiés. On ne va pas fermer la frontière pour dire rentrez chez vous. On va revenir. Oui, on n'a pas le temps de revenir sur la crise des réfugiés. Allez-y. Oui, je pense qu'on a enterré un peu vite quand même le rôle d'arbitre, mais d'arbitre actif que la Chine peut jouer. Parce qu'effectivement, on a eu tendance à mettre en évidence les dissensions qu'il pouvait y avoir entre les intérêts chinois et les intérêts russes. Néanmoins, il y a un intérêt chinois qui est très fort, c'est de laisser durer cette guerre et d'aider sporadiquement, graduellement, la Russie à tenir. Parce que plus la Russie tiendra, elle s'affaiblira aussi. Et plus elle s'affaiblira, et plus c'est aussi l'intérêt de la Chine d'avoir un client et d'avoir c'est paradoxal de le dire aujourd'hui, un quasi-vassal dans un bloc qui se constituerait autour de la Chine. Et c'est là qu'effectivement cette guerre en Ukraine peut terriblement servir la Chine et ce à quoi il nous faut être vigilants aussi. En tout cas, on voit bien qu'il y a une sorte de redistribution des cartes géopolitiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adrien Desoin. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert. Merci Jean-François Dimeglio. Merci Pascal Joannin. Merci à Gwendoline Debono qui était avec nous au début de l'émission à Odessa, en Ukraine. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.